Donc bonjour à toutes et à tous, donc moi c'est Sébastien, donc je vais vous présenter aujourd'hui Vue.js, qui est un framework JavaScript pour faire des interfaces en navigateur. Alors qui je suis? Alors je suis développeur chez Lattice, donc essentiellement front-end et back-end, donc un petit peu de PHP pour tout ce qui est API et du coup JS pour le front. Et sinon je suis un éternel perfectionniste du code et un optimiseur. Donc toujours à chercher le petit truc. Alors pour un bref historique de Vue.js, ça a été créé par Evan You, donc qui était un ancien développeur de Google. Donc à la base, il travaillait en fait sur Angular. Il trouvait ça trop lourd et il avait envie de garder en fait que la partie Vue. Et du coup, il a appelé ça Vue.js. Donc à la base, c'était un petit peu copié du code qu'il y avait dans Angular. Et après, dans la version 1.0 en 2015, il a entièrement réécrit le code. Après, en 2015, on a eu Vue CLI, donc c'est pour initialiser un projet de Vue, en fait, depuis une commande. C'est pratique pour faire des installs de paquets. Et en septembre 2016, du coup, on a eu la version 2.0 avec le Virtual DOM, donc qui est très utile en fait pour faire du rendu côté serveur. Donc essentiellement avec du Node.js, mais il y en a qui se sont amusés à le faire un peu dans tous les langages. Donc qu'est-ce que c'est? Alors c'est essentiellement axé sur l'interface, les composants. Ça prend le rechargement à chaud. Donc en général, quand vous développez sur votre logiciel, ça met à jour automatiquement votre vue. Et ça permet aussi de faire du débugage temporel. Donc on a un petit outil qu'on peut installer sur Chrome et je sais plus sur quel autre navigateur, je crois Firefox aussi, où en fait on peut naviguer dans l'historique des modifications qu'on a faites. Donc ça permet quand on fait des enchaînements d'opérations de remonter dans l'historique. Et il a l'avantage par rapport à d'autres d'avoir un apprentissage qui disent incrémental. Donc c'est en fait on va apprendre quelque chose quand on en a besoin. On fait toujours étape par étape. Il n'y a pas besoin de tout savoir pour commencer. Alors qui c'est qui utilise? Alors on a Baidu, c'est une sorte de Amazon chinois. Expedia, donc le site de voyage, Nintendo, Alibaba qui est aussi dans les Amazon chinois, et l'interface de GitLab, donc qui est entièrement fait avec Vue.js. Et si je dis pas de bêtises, il y a aussi le back-office de WordPress qui a été fait avec. À la base, ils étaient partis avec React et après la polémique, ils sont passés avec Vue.js. Et sur ce lien, on aura quelques exemples de projets faits avec Vue. Alors pour un peu le lexique, là on va avoir des directives. Donc on va voir ça étape par étape. Les directives, ça va être pour modifier un comportement d'une action. Les modèles, donc qui vont être en fait les variables qui vont servir pour un composant, et c'est ce qu'on va modifier. Et après du coup on va voir les computed, c'est les propriétés calculées. On le verra un peu plus tard, c'est une valeur en fait qui est calculée par une fonction. Les watchers, donc c'est un observateur, ça écoute les modifications qu'on fait une variable et on fait derrière le comportement qu'on veut. Le state, c'est l'état général de l'application, c'est un petit peu l'état dans lequel il est. Et les modificateurs, donc là c'est plus sur du texte, on va pouvoir faire par exemple mets-moi ce texte en majuscule. Ou des petits trucs comme ça. Il n'y en a pas beaucoup, ils ont beaucoup été supprimés, donc ça sert pas énormément parce qu'en général on le fait autrement. Alors comment ça marche? On va voir ici une fonction de rendu qui est là, en fait la partie principale. C'est là où en général on travaille beaucoup. La partie du DOM virtuel, ça en fait c'est Vue qui s'en occupe, nous on n'y touche pratiquement pas. Et du coup dès qu'on va avoir une modification, hop, on arrive sur les données, donc sur les accesseurs pour si on a besoin de récupérer, ou un mutateur si on modifie des données. Donc si on accède, hop, ça lance un effet d'observateur et ça rend. Si on modifie, ça lance aussi un effet et ça rend.
Donc toujours en fait dans ce principe d'écouter tout ce qui se passe et de pouvoir le capturer à tout moment. Donc avant de débuter, alors on fait un petit peu de révision de S6 pour ceux qui sont pas encore habitués. Alors, je vais y passer assez rapidement. Donc on a le LET qui est un peu la nouvelle version de VAR, si ce n'est qu'il a en fait un scope plus réduit que VAR. VAR va définir partout et lui va être toujours là où il se trouve. Donc par exemple, ça fait un peu flou, mais voilà, là ici, on est dans une fonction. Donc il n'y a que l'enfant qui pourra récupérer la valeur de cette variable et on ne pourra pas la récupérer à l'extérieur. Non, il y en avait d'autres. Alors ici c'est fonctions fléchées, c'est une syntaxe un peu abrégée des fonctions. Donc, par défaut ça retourne en fait toujours ça fait toujours un return si on met pas d'accolade. Et qu'est-ce qu'on avait sur le deuxième? Et c'est voilà, un petit peu le même principe, sauf que là on récupère en fait 10 depuis le parent. Donc on garde en fait là où function coupe la portée du 10, où on est obligé de rajouter bind 10 pour le récupérer. Là on l'a toujours en fait. Alors ça c'est des fonctions qui ont été rajoutées, qu'on utilise beaucoup en général dans les syntaxes de vue, c'est quand même pratique. C'est sur les tableaux, on peut faire maintenant un find ou un find index. Donc, plutôt que de parcourir tout le tableau à la main et de faire notre condition. Là en fait on fait un find et la condition se trouve justement avec une fonction fléchée. On a l'opérateur de diffusion, c'est par exemple là, on prend un tableau, on veut passer tous les arguments à notre fonction math.min, on fait 3 petits points notre variable et en fait ça fait comme si on faisait 9, 4, 7, etc. Et ça permet aussi, voilà, par exemple, de faire facilement convertir un objet NodeList en tableau. Juste avec cette syntaxe, ça va l'interpréter comme ça. Et ça marche aussi pour les objets. Là, en fait, tout l'objet, donc les variables Tata et Toto, vont être recopiés dans un new object. La décomposition des objets, hop, hein. On va voir pour une fonction, si on lui passe en fait un objet. Donc là par exemple en appelant ma fonction avec user, à l'intérieur on peut récupérer un par un les paramètres. Du coup si on peut avoir 10 variables ici, si on n'en veut que 2, on précise juste leur nom et on les récupère. Et là en fait on fait, je reviens, ici en premier le nom qu'on a dans l'objet et après en second c'est le nom qu'on veut récupérer. Donc c'est l'alias qu'on veut avoir dans notre fonction. Et on va voir quelques syntaxes raccourcis sur l'un des propriétés. Voilà, pour déclarer. Ici on a déclaré notre variable A qui est égale à Toto, B qui est égale à 42 et C qui est un objet. Plutôt que de répéter A, 2.A, B, etc., on fait juste A, B, C et ça les attribue en fait automatiquement. Pareil pour les fonctions, au lieu de faire ma fonction, 2.function et les accolades, on fait juste ma fonction entre parenthèses et les accolades derrière. Un petit peu comme on a dans beaucoup d'autres langages. Et ça permet aussi d'avoir des noms calculés en fait en mettant entre accolades, entre crochets, soit une variable, soit une chaîne de caractères, donc on fait voilà, un plus ou une manipulation. Et le résultat de ça sera le nom de la variable. Voilà. Pour le moment ça va. Donc pour les bases, avoir du coup l'instance qui va être assez simple. On a une div avec un ID. C'est plus simple, hein, je vais utiliser un ID parce qu'il est unique.
Et on a une instance du coup qu'on va accrocher à cet ID. Donc là il n'y a pas besoin de quoi que ce soit d'autre, ça va fonctionner directement comme ça. Pour faire une variable, pour l'afficher on met tout simplement entre deux accolades le nom de notre variable et après on les déclare toutes dans data. Et là par exemple on aura le texte hello vue qui sera affiché dans notre div. Du coup pour les fameuses directives c'était... Du coup, et non, je me suis trompé tout à l'heure sur la présentation des directives, pardon. C'est en fait les attributs qu'on a en HTML classique, par exemple la SRC, pour une image, on peut lui passer du coup une variable de Vue.js, donc en faisant vbind 2.src ou juste en abrégeant 2.src et notre variable. Donc là, on aura une magnifique image de panda. Et pour les conditions, donc ça va être comme en beaucoup de langages, on a un if. Donc si la première condition est remplie, on affiche ça, sinon on affiche ça. Et on a un vshow, donc qui est là, qui est un petit peu particulier. En fait, le vif, c'est celui en fait où la condition est remplie qui reste dans le DOM. Le vshow en fait sera toujours présent, et il y aura juste un display none si la condition n'est pas remplie. Ça permet sur certains objets en fait de ne pas re-rendre une grosse div par exemple. Alors, par contre, ouais, les slides ont un peu bougé depuis la fois. Et là on va avoir les boucles, donc voilà, c'est une boucle classique avec un v-for. Donc c'est qu'on a la syntaxe de JavaScript du coup avec name in user. Donc on récupère les noms dans le tableau user. Donc on affiche comme ça, et ici on a donc notre tableau user tout simplement. Hop, les événements, donc là c'est un peu plus sympa que tout ce qui est jQuery et tout ça. C'est que plutôt que d'aller sélectionner dans notre HTML la balise qu'on veut récupérer, bah, tout simplement on le met dessus et voilà, on dit par exemple là au clic, tu me lances cette fonction. Donc toujours on a une syntaxe classique et une syntaxe abrégée. Donc en fait dans l'évolution de Vue.js ils ont abrégé après, mais ils ont quand même gardé les anciens pour la compatibilité. Donc on a le v-on et c'est raccourci par at. Donc là sur le clic on aurait juste la fonction alerte qui est en bas. Alors là, c'est un peu long, mais c'est assez simple. En fait, c'est les modificateurs. Donc, par exemple, quand on fait sur un jQuery un événement au clic, en général, on est toujours obligé de faire un prevent default ou autre. Là, en fait, c'est simple, c'est toujours, on a juste à faire .stop et on évite la propagation. Du coup, prevent default, on le fait juste avec prevent. Self, c'est si on veut cliquer vraiment que sur celui-là, ça va pas du coup déclencher sur les éléments enfants. Et ensuite on peut faire par exemple sur des touches de clavier avec key up, enter. Donc dès qu'on va appuyer sur la touche entrée en étant dans ce champ, ça lancera l'événement. Comment? La fonction, pardon. Oui, la fonction. Et après c'était capture. Donc là c'est en fait un paramètre capture qui est spécifique à Event Listener. Donc c'est l'événement qui est lancé avant celui de l'enfant. Donc si on cliquait sur ce bouton, ça serait d'abord l'événement ici alerte capture qui serait lancé avant le alerte hello world. Et on peut avoir once, donc c'est pour dire que notre événement n'est lancé qu'une seule fois, donc on pourra cliquer plusieurs fois sur un bouton, ça fera l'action qu'une fois. Ensuite les modèles, ce qu'on disait tout à l'heure, c'est en fait pour passer cette variable à notre input, on fait vmodel égale ça, et en fait dès qu'on va saisir quelque chose dans l'input, ça va mettre à jour automatiquement la variable. Donc là il n'y a rien à faire, ça prendra chaque fois
tout ce qu'on fait. Alors on a aussi des modificateurs, par exemple pour le rendre feignant, la traduction. C'est en fait le synchroniser avec le change. Donc c'est on tape et dès qu'il considère qu'on a fini de taper, il lance la fonction, enfin il met à jour la variable, pardon. Après on peut forcer un type. Donc par exemple là dire que âge ça sera forcément un nombre, ou on peut faire un trim, donc pour enlever les espaces superflus. Et après on a un truc, les transitions. Alors c'est pas beaucoup, enfin personnellement je l'utilise pas beaucoup parce que j'en ai pas besoin, sinon après ça peut être sympa pour des slides, par exemple comme ici, pour faire cet effet de justement de glisser ou de changer l'opacité. Donc par exemple là c'est juste changer l'opacité de mon texte quand je clique sur le bouton. En fait ça va automatiquement appliquer d'abord Fade Hunter, puis enfin Fade Hunter active en premier, Fade Hunter, et après ça va partir en Leave To et Leave Active pour la fin. Bon, il y en a je crois 2 autres encore classes comme ça, mais en général c'est les 2 plus utilisés. Donc en fait c'est là sur l'exemple, c'est quand on va cliquer sur le bouton permuter, ça va mettre à jour la propriété show. Voilà, ça met à jour la propriété show, et en fait sa transition en fait écoute la modification qui est ici, et en fonction de si c'est du coup si on affiche ou pas, à chaque fois il va relancer cette animation à CSS. Classes, en fait. Voilà. Est-ce qu'on peut l'appliquer sur des styles? Sur un style comme ça, Là, se servir de la condition if pour ajouter une couleur plutôt que le if, oui. apparaître ou disparaître, mettre directement le VIF sur un style genre red, vert. Je peux faire 2 points style. Comme tout à l'heure on avait. 2 points style. oui, ça serait 2 points style, et en fait à l'intérieur quand on fait 2 points quelque chose, à l'intérieur c'est exécuté comme une fonction JavaScript en fait. Donc en fait, tu mets la couleur par exemple de tes variables, tu changes la couleur de ta variable, et en fait vu que c'est un 2 points, le 2 points style à la fois la pris, va te charger. Voilà, oui, par exemple, oui, si tu as une variable qui contient background, voilà, par exemple si dedans tu as background color rouge, que tu mets à jour cette variable avec background color vert par exemple, vu que c'est exécuté à chaque modification, il va mettre à jour le style. Du coup tu peux faire un objet où tu as des couleurs et une propriété calculée. Voilà. Par exemple tu fais une propriété calculée qui contiendra les styles, et après à chaque modification de ce qui est écouté, il va te renvoyer la bonne couleur. Voilà, ouais, en fait tout ce qui est en fait, hop, on l'avait au tout début dans les variables, voilà, tout ce qui est dans data en fait, c'est tout le temps écouté par vue. Donc dès qu'il y a un changement, n'importe quoi, ça met à jour, ça recalcule tout ce qui est touché en fait. On peut aussi l'appliquer sur des classes. Oui. Oui, on peut l'appliquer en fait sur tout ce qui est tout ce qu'on écrit. Oui, pour le moment, j'ai pas vu de limitation là-dessus, ouais. Enfin, du moins, il n'y en a pas qui sont décrites. Du coup, on a les observateurs. Donc là, c'est pour nous prendre la main en fait sur justement pour écouter ces modifications. Bon là, on va le voir après que ce code, on peut le faire plus simplement avec une propriété calculée. C'est justement en fait pour faire la comparaison entre les deux. Donc là, on a une variable full name, donc, qui par défaut contient Toto et Tata, donc, que j'ai écrit à la main. Mais on veut que quand on modifie le first name, ça soit la première valeur point last name, enfin espace last name. Et si c'est la dernière, on fait first name espace la valeur. Du coup, en fait, à chaque fois, on refait cet espace juste entre les deux. Donc ça veut dire que si j'ai un input avec un first name en vModel, automatiquement il va passer par le watcher quand je modifie ma saisie. Voilà.
Voilà, si on modifie, si on a une input oui, qui modifie first-name, ça va appeler cette fonction. Alors, savoir que là, je ne l'ai pas montré, mais la fonction a aussi une variable ancienne valeur. Du coup, on peut voilà, comparer le changement qu'il y a eu. Et du coup, la propriété calculée, où là, c'est un peu plus sympa. On fait juste, on a juste du coup first name et last name. Et computed, du coup, en fait, tout ce qui est dans computed, ça se comporte comme une variable. Donc, on peut afficher juste full name ici. Et là, du coup, il faut juste retourner le résultat qu'on veut. Donc là, par exemple, ça sera toujours le first name espace le last name. Donc la petite différence avec le Watcher, c'est que Watch, ça écoute juste les modifications. Il n'y a pas de... si on fait un espace ou quoi que ce soit, ça va le prendre en compte. Là, les computed, ça va recalculer que s'il y a une modification. Automatiquement, en fait, il regarde s'il y a nos deux variables. Et s'il n'y a pas une modification qui nécessite de recalculer, il ne relance pas la fonction, en fait. Donc, il y a une petite notion de cache pour éviter qu'il soit tout le temps en fait, en train de recalculer. Donc, si là, on affichait 50 fois, il ne relancerait pas 50 fois cette fonction, en fait. Grâce au virtual DOM, tout ça. Voilà. Et du coup, là, on a la gestion des formulaires. Donc, ce que je disais tout à l'heure, si on fait le vmodel sur message, là, automatiquement, en fait, on affichera la modification. Donc, on pourra le voir tout à l'heure dans les exercices. Hop. Checkbox, ça va automatiquement, du coup, si on lui donne le même vmodel, entre. C'est un peu nul ce truc. Voilà. Si on doit avoir si en fait les deux checkbox sont couplés, on va dire par exemple on veut ça et ça, on met sur les deux le même vmodel. Et ici on n'a qu'une seule variable qui va être un tableau en fait. Donc là si on coche les deux cases, on aura les deux valeurs qui se trouveront dans le tableau. Et comment il affiche ça? Parce que vu que tu mets non coché et checkname, c'est un tableau. Ici, en fait, il affiche en fait comme tu le lis ici. Donc avec une virgule? Oui, il va afficher en fait les crochets. Ta première valeur, ta deuxième. Voilà, en fait, oui, il affiche du JSON tout bête. Et là, ça va être pareil avec le radio. Donc, hop, pour deux champs où on voudrait dire c'est ça ou ça. Pareil, on met le même vmodel, sauf que là, du coup, ça sera qu'un string, puisque notre valeur, c'est un string. Et là, pour le coup, ça affichera directement la valeur qu'on a dans notre input. Et pour la liste déroulante, c'est pareil, on va avoir juste une seule valeur, puisque du coup, on ne peut pas choisir plusieurs, sauf si on met... j'ai pas testé oui, encore de mettre multi, ouais. C'est vrai que dans les librairies en général ils surchargent ça, du coup ça prend un tableau. Donc je pense que oui, ça doit être un tableau aussi qui génère. Du coup voilà, là on met le vmodel que sur le select. Et du coup les options on les écrit de façon classique avec un value. Et du coup là par défaut la valeur sera une string. Voilà, là par défaut. Là, ce qu'il va afficher ici. Un caractère, il faut faire un vmodel.int pour le tester là, sur celui-là, j'avoue que je vais pas tester ce qu'il peut envoyer. Je pense que oui, il faudrait mettre le modifieur .int dessus, ouais. Enfin, .number plutôt. Ok. Comment ça rajoute un modifieur? Là, sur le vmodel, je ferai .number pour forcer en fait le type number sur cette valeur. Avant le selected ou après le modèle? v-model. Ça serait v-model point ton modifieur. Voilà. Et on peut enchaîner les modifieurs. Tu peux faire je sais pas, point uppercase, point trim, etc. Ah ouais, ok.
Ouais, après ça donne juste Ouais, oui. un attribut comme ça quoi. Bon après, Ça reste quand même lisible. ouais de toute façon, Ça sera toujours moins long que de faire une photo de calcul. c'est ça. De toute façon, en général, on voit beaucoup dans les syntaxes, enfin dans les codes qui est écrit avec Vue.js, c'est que toutes les propriétés comme ça sont mises à la ligne. Parce que des fois, on peut se retrouver avec 15 paramètres à passer à un composant. Voilà, c'est plus simple de l'avoir un à la ligne que tout à la suite, quoi. Et du coup, on peut aussi passer des valeurs littérales. Donc, tout simplement, en fait, on lui passe un objet. Et là, dans notre tableau, bah, il va récupérer un objet, tout bêtement. Là, en fait, on a une checkbox. Quand on va la cocher, ça va du coup prendre pour valeur ce tableau, enfin cet objet JavaScript. Et donc, il va mettre un bon texte, ça veut dire? Et du coup, en fait, dans notre tableau ici, Oui, ça, je on va retrouver du coup notre objet JavaScript. D'accord. Il cherche pas en fait à interpréter ce qu'il y a à l'intérieur, il considère que c'est un tableau, c'est une variable tout bêtement, il la met dans notre tableau. Donc là, on pourrait faire. Comment? Ça restera une chaîne de caractères en fait. Là non. Là, non. Si on le traite dans une fonction, c'est un objet. D'accord, ok. Ok, l'interprète officiellement. Voilà. En fait, ce sera un objet dont la clé est 0 et dont la valeur est contenu de Là oui, si on affichait un message, oui, la première entrée du coup serait notre objet. Et du coup, le truc le plus sympa de Vue.js, c'est les composants. Donc là, on va créer notre composant qui s'appelle MyComponent. Tout bêtement, c'est une div qui contient un composant personnalisé et qu'on déclare ici dans un objet qui s'appelle Component. On fait ici la liste de tous nos composants, tout bêtement. Alors, seul point à préciser, c'est que le template, il doit toujours avoir qu'une seule racine. On ne pourrait pas mettre deux divs au même niveau. Il faut toujours que ça soit que sur un seul niveau. Parce que sinon, en fait, il ne sait pas sur quel élément écouter, puisqu'il prend le premier niveau comme un point d'attache en fait pour le composant. Donc ici, si on regardait le DOM une fois calculé, ici on n'aurait plus du coup MyComponent, mais on aurait notre div qui serait remplacé. On a juste quelques limitations avec le DOM. Donc là, c'est parce que les navigateurs, ils ont besoin de valider d'abord le HTML avant d'exécuter notre code. Donc on pourrait pas faire par exemple un composant qui s'appelle MyRow qui remplacerait en fait un tr par exemple dans un tableau. Donc la solution, c'est de faire tr is le nom de notre composant. Et après, du coup, tout ce qu'on peut passer à côté comme paramètre va rentrer en fait comme si on le passait en composant. Du coup, là, on peut faire un isMyRow et un vFor. On va faire plusieurs rows. Le vFor, tu peux l'appliquer sur un tr classique. D'accord. Et du coup, là, ça s'applique aussi pour les LI. Voilà, ça va être pour tout ce qui est. Voilà. Pour les LI, Tout ce qui rentre en fait dans les UL ou OL, du coup tout ce qui est Ali en fait, tous les champs de tableau, tous les champs de select et les options du coup. Et normalement c'est les 4 seules exceptions. Et du coup vu que notre composant c'est une classe, c'est un objet. C'est un objet à chaque fois qu'on l'instancie. Il faut que notre data du coup soit une fonction. Donc ça va être tout simplement data, du coup avec les parenthèses pour faire une fonction, qui retourne un objet avec la liste de nos propriétés, enfin de nos variables beaucoup. Tout simplement en fait parce que là si on répétait 3 fois notre objet, on aurait une erreur. C'est juste un warning, mais ça fera un warning parce que c'est le même objet. Du coup, si on modifie la variable ici, il ne sait pas si elle appartient à celui-là ou à celui-là, en fait. Donc là, on le... fonction qui renvoie un objet. Voilà. Comme ça, à chaque fois, c'est un nouvel objet en fait.
C'est ça. Du coup, si on répète 3 fois ici notre composant, les modifications qu'on va faire dans celui-là ne vont pas interférer avec les autres. Donc on a vraiment en fait à chaque fois un cloisonnement dans notre composant. Du coup, sur comment ça fonctionne pour faire la composition, en fait, pour assembler plusieurs composants ensemble. Donc le parent passe des propriétés. Donc c'est comme en fait quand on déclare une image, on fait un src et c'est la propriété de notre balise. Et du coup l'enfant, pour répondre aux parents, s'il veut lui faire remonter une information, il utilise en fait un système d'événements. Donc un petit peu comme quand on fait un clic, quand on écoute le clic en JavaScript, en fait là on peut faire, je sais pas, on crée une fonction de l'enfant qui dit bonjour. Là on fait quand il dit bonjour, hop, on exécute ça. Donc en fait le but c'est de pas directement manipuler le parent. Voilà. Pour éviter d'avoir du code une problématique. Voilà, en fait on peut le faire, il n'y a pas de... voilà, on peut prendre des chemins tortueux pour le faire. Mais le principe de base c'est ça, c'est justement en fait pour que l'enfant soit vraiment totalement indépendant du parent. Donc il a son propre contexte, il n'a pas besoin de contexte externe pour faire sa vie. Et du coup les propriétés, donc c'est là qu'on passe à un attribut. Ici on aurait par exemple le message bonjour. Hop, on a une propriété, ça veut dire juste le message. Donc par défaut c'est un tableau où on met juste le nom des variables qu'on veut, enfin des propriétés qu'on veut écouter. Par exemple là on pourrait faire Toto égal, il ne prendrait pas puisque du coup on lui demande pas d'écouter cette propriété. Et après dans notre instance ça apparaît en fait comme une variable. Alors à savoir qu'on ne peut pas avoir une propriété qui a le même nom qu'une variable définie dans data. Puisque tout ce qui est, on va le voir après, tout ce qui est dans les fonctions, c'est le this en fait fait automatiquement référence à toute l'instance du composant. Donc c'est this message ici, il ferait référence à props. Mais on pourrait avoir un this, je sais pas, Toto dans data. Et même si c'est pas la même, ici la même propriété, pour nous en fait ça apparaît toujours pareil. On récupère toujours pareil avec le this. Alors par contre il y a juste une petite particularité, c'est que ici par défaut il prend un string. Donc si on fait 1, ben, on va récupérer un string qui est 1. Du coup pour avoir un nombre il faut faire du coup 2 points, donc ou vbind notre propriété 1. Ici ça retournera donc là on peut mettre n'importe quel JSON en bas et ce sera interprété. Un numéro sera juste une chaîne de caractères. Voilà, c'est ça. Voilà, en fait c'est pour ça en fait ça fonctionne un peu comme une ici comme une fonction JavaScript tout simplement. Il interprète ce qui est à l'intérieur. Et du coup, après ça, on peut faire, on peut valider, dire, je sais pas, on veut écouter que des strings. Si du coup, si on prend un nombre, ça fait un warning pour dire qu'on n'a pas passé la bonne variable. Là, on peut dire, on veut un string ou un nombre, et tout ce qui est autre sera pas écouté. Ou alors, on peut faire un objet, du coup, avec le type. Pareil, on peut remettre un tableau ici pour en avoir plusieurs. Dire que c'est requis, donc si on passe pas ce paramètre, ça fait une erreur pour dire qu'il attend ce paramètre. Et donc il ne marchera pas le composant s'il n'y a pas le champ requis? C'est ça. D'accord. Ça affiche. En fait. Non, en fait, il est pas instancié du tout, il apparaît pas. Ça peut arriver quand on le fait de manière compilée, que ça fasse planter du coup la page, puisque du coup ça fait un fatal error dans la console. Et on peut aussi du coup passer une variable par défaut. Alors aussi petite spécificité, c'est que si on atteint un type objet, et c'est valable aussi pour un tableau, il faut que default soit une fonction du coup qui retourne le bon type d'élément. Voilà. Toujours pareil, parce que si on lui donnait directement un objet,
C'est la spécificité de JavaScript, c'est qu'un objet, même si c'est 2 fois la même chose, c'est pas pareil. Ou après on peut aussi écrire du coup un validor, donc qui va être notre fonction en fait pour valider. Il prend la valeur, on fait. Validator ou validor? Je sais pas. Il me semble que c'est validor. À vérifier, mais oui, là le code est copié de la doc, donc sinon c'est qu'il y a une faute de frappe sur la doc. Ils ont corrigé entre temps, histoire de te donner tort. Ah oui, c'est possible qu'il y ait une faute de frappe. Après, oui, je l'ai lu en version française, donc le doute est possible. Alors, après, on a du coup un truc aussi sympa des composants, c'est qu'on a le slot. Donc, c'est tout ce qui est à l'intérieur va être passé en fait un petit peu en variable à notre élément. Donc ici, par exemple, dans notre composant, son template, ça serait du coup notre div pour avoir qu'une seule racine, un h2 et slot. Donc ici, il sera remplacé, du coup, ne sera pas du tout affiché. Et si du coup on met notre P ici, ben, ça va remplacer slot par le P qui est contenu ici. Donc on aura pour ce résultat. Donc on peut en avoir plusieurs en même temps. Oui. Donc, si je vais slot, header, footer et... Oui, c'est justement le slide d'après. Ok. Du coup avec des slots nommés, donc on va être slot égale son nom. Et tout simplement voilà, on fait dans notre composant, voilà, on met slot name, voilà son nom plutôt, ça c'est l'utilisation, et slot tout court, donc par défaut tout ce qui n'est pas attribué à un slot, donc ces deux P ici seront automatiquement mis à la place de slot. Donc ici du coup ben, ça va remplacer notre header et le footer va être mis dans le footer et tout ce qui est au milieu ben, sera mis dans main. Et après voilà, du coup on a ce système d'événements. Du coup c'est juste une syntaxe emit avec le nom de l'événement. Donc comme on a par exemple l'événement @click. Ici en fait on peut donner n'importe quel nom, par exemple hello. On ferait @hello. Et du coup quand l'événement est lancé, hop, on lui dit exécute cette alerte. Donc là par exemple en cliquant sur le bouton qu'on a ici dans le template, ça ferait un alerte. Et du coup on a fini pour tout ce qui est assez basique. Du coup pour aller plus loin, là ça va être alors en premier voilà des composants mono-fichiers. Donc là je l'ai pas mis dans les exercices parce que ça demande d'avoir une install avec Webpack ou un autre builder. Mais on peut voilà, faire un fichier qui sera avec une extension .vue en général. Du coup on a un template, donc c'est l'équivalent de la variable template qu'on a dans l'objet. Et script du coup c'est notre objet, donc avec un export default c'est l'instance de vue. Et du coup notre data, les méthodes qu'on va avoir dedans. Et voilà, après on peut rajouter du coup les props, etc. Et on peut aussi faire du style ici. Avec la petite particularité, c'est qu'on peut mettre scoped. Donc ça veut dire qu'en fait, tout ce qui à chaque fois qu'on va instancier un composant, il va avoir à chaque fois un attribut en fait data et un ID unique. Et scoped en fait à chaque fois, par exemple là il ferait le P avec le data qui a été rajouté sur notre composant. C'est quoi le but? Ben, en fait tout le style CSS que tu mets ici n'interfère pas avec d'autres CSS que tu pourrais avoir ailleurs. Si par exemple tu avais je sais pas, tu dis dans ton CSS global que les P sont tous rouges, ici tu mets un vert et du coup il y aura que les P de ton composant qui seront verts. Ça n'interférera à aucun moment en fait avec les autres, puisque là en fait ça a créé une syntaxe comme je crois que c'est P entre crochets data et l'unique ID. Après on peut avoir un routeur, donc là c'est
plutôt quand on utilise sur un serveur, mais vu qu'il il peut être entièrement côté client, ça pose pas de problème. En fait, on a juste une seule page et on fait un rafraîchissement à la volée. Donc enfin, là, c'est lui qui s'en occupe, donc il n'y a rien à faire pour ça. Du coup, là, en fait, en cliquant sur les liens, on changerait juste de composant. Donc, par exemple, sur le lien aller à foo, on afficherait foo, et aller à bar, on afficherait bar. Donc, il va remplacer router view par le composant. Oui, en fait, voilà, il va remplacer ici router view par le contenu de notre composant, ouais. Et dans l'URL, ça va afficher notre nom de domaine, par exemple localhost / dièse / tout ce qu'on définit ici. Après, le dièse, c'est le comportement par défaut de cette lib, parce que c'est compatible avec les applications comme quand on fait du Electron ou truc comme ça. Donc, par exemple, quand on utilise Slack, à l'intérieur, il peut utiliser un système de route. Ça va être en fait avec ce système de hashtag. Et rien d'autre en dessous. Et oui, du coup, ça gère aussi l'historique. Donc, dans le navigateur, on peut revenir en arrière, revenir au moment où on était. On peut faire de la validation de formulaire avec validate. Donc, ici, on définit nos règles. On dit que notre champ est requis, qui fait minimum 4 caractères. Et automatiquement, ça s'occupe de le vérifier pour nous. Nous, en fait, on récupère voilà, un objet comme ça, disant le truc est requis, il a un minimum de caractères, la condition est remplie, non. Donc c'est invalide, oui. Dirty, c'est pour dire que ça a été modifié. Donc error, c'est que ça renvoie une erreur. Pending, c'est que ça attend une réponse. Et param, c'est en fait juste le résumé de ce qu'on a là. C'est lui qui met le message tout seul. Le message, non. Ici, en général, on fait par exemple vif. Non, je n'ai pas la syntaxe là comme ça. C'est. En fait, on utilise cet objet-là pour afficher le bon message avec la syntaxe de base. Voilà, en fait, là, cet objet, il est automatiquement passé dans une variable qui s'appelle $v. Et après, tu peux faire $v.name, par exemple, si tu veux écouter. Oui, c'est ici, si tu voulais écouter la variable name, et tu récupères cet objet en fait. Du coup, tu peux faire. Par exemple, if $v.name.required égale false, afficher un message. Voilà. D'accord. Après, voilà, c'est assez simple. Si tu veux, on peut faire du multilangue. Simplement, on a un objet qui contient nos variables en anglais, nos variables en français. Et ici, on fait juste en fait $t, hop, notre message. Et lui s'occupe de faire le switch de langue. Et là, ça va être la partie un peu plus complexe en fait, c'est Vuex. Donc c'est l'équivalent un petit peu de Redux de React. Donc c'est en fait tout un système de store un petit peu à évoluer. Donc avec notre composant, dès qu'on fait une modification, le dispatch, on a les actions du coup qui vont modifier notre état. Ensuite on fait en commit nos modifications, on a la mutation qu'on peut écouter du coup avec le DevTool. Et là du coup on arrive au résultat, l'état a été changé, du coup hop on re-rend. Donc ça on s'en sert par exemple, je sais pas, le truc bête, on reçoit une notification sur Facebook. En plus d'afficher en haut le fait qu'on a une notification, ça affiche ici le message machin vous a notifié dans un post. C'est un exemple d'un store partagé, c'est qu'en fait il y a plusieurs composants qui peuvent interagir ensemble juste parce qu'il y a un store qui lui il regarde ce qui est modifié et dit voilà j'ai ça qui est modifié, tous les composants en fait répondent après s'ils sont concernés. Donc en gros pour faire simple, si j'ai bien compris, on a une sorte d'objet qui contient tout l'état de l'application, par exemple je sais pas, un panier. Voilà. Et on va pas, s'il y a une modification,
il va prévenir tous les gens qui veulent faire une modification. C'est ça, oui. D'accord, ouais. Voilà, en fait, c'est pas à toi dans le composant de dire est-ce que ce truc a été modifié et il écoute automatiquement en fait la variable que tu as définie dans le state. Il détecte la modification et hop, automatiquement il lance les étapes de mise à jour. C'est une sorte de state global du coup, et après dans chaque composant, tu as un state Voilà. aussi. Voilà, chaque composant a son state à lui, Ok. son state indépendant, et là en fait on fait juste State global, voilà, un state global, c'est un. En gros, c'est tous les composants qui vont regarder la valeur du même state. Voilà, Qui seront mis à jour si jamais ce state il change. voilà. Après, c'est toi qui définis dans ton composant si tu écoutes telle variable ou telle variable. Ouais. Donc si tu n'en écoutes aucune, mais ton composant est indépendant de ce schéma-là. Donc Vue, ça c'est un truc à installer à part Voilà, de Vue.js. oui, c'est une librairie à part. Là, tout ce que je prends dans voilà, depuis Vue Router, en fait, c'est des composants à part. Enfin, c'est des librairies à part. Qui sont faites par Vue aussi, par les réseaux. Il y en a quelques-uns qui sont faits par l'équipe de Vue et d'autres qui sont supportés par la communauté. Mais c'est ceux-là les plus connus et les plus maintenus. Voilà. Mais pareil, ça reste toutes ces libs. Alors, quelques exceptions où on peut inclure juste le paquet. En général, on le fait plutôt avec un bundler, donc avec Webpack et toute l'installation. Si c'est comme Redux, c'est pas vraiment optionnel. Tu l'installes quasiment. Non, pas pour le coup. Redux, tu l'installes quasiment quand tu fais une application React. Tu l'installes parce que tu en auras besoin d'avoir un state global, quoi. Après, ça va dépendre Les de. bonnes pratiques, c'est d'utiliser Vuex. Si tu veux avoir un code qui est maintenable, tu fais avec Vuex, c'est un peu ça, quoi. Pas forcément. Tu peux faire. Tu peux faire ça, mais... Tu peux te faire un store personnalisé qui va être par exemple juste un objet JavaScript et tu pourras avoir quand même ce système d'écoute. Ça serait moins poussé que ce que fait Vuex, parce que sinon il faudrait recoder la même chose, mais tu peux quand même le faire. En fait, si dans ton composant tu importes en fait un objet JavaScript et que du coup là par exemple je sais pas, tu aurais un objet qui s'appelle App Store et tu aurais je sais pas data session qui vaudrait appstore.session. Toutes les modifications qui seraient faites dans App Store session mettraient à jour ton composant. C'est le fait en fait voilà que JavaScript un objet est partagé à chaque fois que tu le réattribues à une variable. Du coup ça voilà. Du coup, c'est pour ça, en fait, t'es pas obligé de l'installer. Même, du coup, en fait, quand tu lis la doc de Vue.js, ils te disent, tu sauras quand est-ce que tu auras besoin d'utiliser Vuex. Tu peux faire cette méthode-là, mais voilà, si tu vois que tu bloques, c'est qu'il te faut utiliser Vuex. Ah, donc dans la doc officielle de Vue.js, tu as les exemples de Vuex avec toi. En fait, il te redirige après vers la doc de Vuex, voilà. Tu as une partie qui te dit il y a telle manière de faire, et si c'est trop compliqué, tu fais avec Vuex. Voilà. Ah, ok. Mais ça veut dire que c'est quand même la doc officielle en parle, donc Ouais. c'est quand même quelque chose de. Ah oui, non, par contre, oui, la Vuex, ça c'est supporté par la team officielle de Vue.js, ouais. Et du coup, là, on a un petit nouveau qui est Nuxt, ou Nuxt, je sais pas comment ça se prononce, donc qui est pour le rendu côté serveur. Donc c'est le prochain truc sur lequel je vais me pencher personnellement. En fait, alors soit ça fait juste un petit peu comme avec PHP, ça interprète et ça renvoie directement on va dire notre objet depuis le serveur. Mais en fait, tout le code de Vue.js, toutes les modifications de base du HTML, il va les calculer et les envoyer directement prêtes en fait au navigateur. Quand tu charges ta page, tu n'auras pas du coup un DOM vide, tu auras déjà le DOM entièrement chargé. Donc c'est-à-dire que je prends tout mon code de Vue, je le fais tourner sur un serveur, oui. Je fais une requête vers le serveur, il me renvoie le code de Vue. C'est ça. Il te renvoie en fait ta page interprétée. Et après, à peu près Next t'aide à ça.
il t'aide en fait à ce qui s'appelle la réhydratation. Donc en fait, ton objet à vue, quand il est dans le côté client, donc une fois que ta page est chargée, ça reste assis vue. Et là, en fait, il reprend tout l'état de ta page en l'état, enfin comme tu l'as chargé côté serveur. Donc après, quand tu vas faire une modification, par exemple, tu fais une modification, clique sur un bouton, tu masques un texte, ça va être le côté client qui le fait. Il ne refait pas une requête au serveur pour ça. Donc Linux, en fait, il gère maintenant le client et le serveur. Il va gérer l'interprétation des... Mais en fait, il t'aide à ce que ton code soit aussi bien interprété du côté serveur que côté client. Donc si j'ai fait un composant, je sais pas, header, avec dedans un champ de recherche, la première fois que je vais appeler ma page, ça va être le serveur qui va me renvoyer le formulaire. Et si je modifie, en fait, que j'ai d'autres codes, ce sera le client qui va faire l'autre code. Voilà. Toutes les interactions que tu fais dans le client sont faites par le client. Le serveur n'a pas besoin de recalculer ton code de vue pour ça. Du au serveur, il y a un gain de temps. Comment ? On le fait côté serveur pour un gain de temps et personne. Pour ce point-là, mais le SEO en fait, essentiellement pour le référencement, ouais. Parce que sinon, Google ne saura pas que ta balise MyComponent est quelque chose dedans. Voilà, et surtout que en fait, quand on envoie notre code, en général, on n'a qu'une div avec l'ID app et dedans, en fait, il n'y a rien. Donc, Google, il sait pas faire. Voilà, Google, lui, il voit que du vide, quoi. Voilà. Apparemment, voilà. Voilà, apparemment, depuis quelques temps, il sait interpréter le JavaScript maintenant, mais bon. Voilà. Dans les bonnes pratiques, on fait quand même du rendu côté serveur pour ça. Ça pose pas les problèmes de reflow et de repaint aussi? De rebrancher après? Non, justement, ça répond pas au problème de reflow et de repaint, c'est le fait de faire côté serveur et de charger une page, un DOM déjà prêt. Si t'as une interface assez lourde à faire, oui, aussi. Si par exemple, je sais pas, tu fais un moteur de recherche, je peux regarder un site de vente Amazon, t'as fait une recherche, ton serveur te rend le résultat de tes recherches, plutôt que de rajouter les items un par un, tu fais ce calcul, oui, côté serveur, et du coup, tu as tout ton DOM qui est prêt, ouais. Et après, si tu veux du coup cocher si toi tu coches une case pour filtrer, là c'est le côté client qui récupère et qui juste filtre l'objet, la liste de résultats. Et voilà, du coup pour conclure, donc on a les avantages. Donc quand on utilise un fichier vue, on a quand même un code qui est très lisible puisque du coup chaque composant, chaque page en fait est découpée dans un fichier vue. Et du coup, comme on l'a vu tout à l'heure, chaque fichier vue a son template, son script du coup avec les fonctions et son style dédié. Donc ça permet d'avoir un code du coup plus maintenable, une meilleure scalabilité. Et l'avantage de Vue par rapport à Redux, c'est qu'il a cet apprentissage incrémental. C'est que, comme avec Vuex, on sait quand on a besoin, quand on a besoin en fait. Voilà. Voilà, en fait là, finalement, c'est passé à. Enfin, la présentation est assez rapide puisque le fonctionnement de base est simple, mais c'est tout après les librairies qui vont se coller dessus qui vont rajouter un petit peu de grain à moudre. Alors, en popularité, on est assez proche de React, donc même maintenant, ça a tendance plutôt à le dépasser. Alors ça a été porté surtout avec la polémique qu'il y a eu par rapport à React et qui voulait changer ses clauses. Ils ont remis une clause normale. Au final. Ouais, au final. J'aurais dit que React était plus populaire que Vue. Avant React était vachement plus. Avant en fait cette polémique c'était React qui était plus populaire et maintenant ouais, ça a tendance à passer. Il n'y a pas que la polémique qui a joué. Oui voilà, il n'y a pas que la polémique mais il y a aussi le fait que pour avoir testé les deux, Vue tu le prends beaucoup plus facilement que React. Parce que React il faut de suite passer par des choses pour transformer le code. Voilà par exemple aussi ouais. Voilà ça aussi ouais. Oui, puisqu'il prend que du JSX par défaut. Ouais. Mais là, on va le voir sur les JSX, il n'y a aucune compilation, tout est fait avec juste le fichier Vue.js qui
qui est inclus et notre code dedans. Voilà, du coup je vous dis merci.